Comment la folie a été perçue et soignée au cours de l'histoire? Au cours des siècles, la définition de la folie a évolué. Et avec elle, la façon dont on la traite. Bouffon du roi ou patient interné dans un asile, à chacun son époque. Dans l'Antiquité, la folie est un châtiment ou un don divin. Dans la Grèce antique, la mania, mot grec pour désigner la folie, n'est pas mal en soi. Elle peut être un châtiment religieux ou bien, au contraire, un don du divin, explique Gwenaëlle. Le Person Roland, historienne chercheuse attachée au Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire, Creux AAH. Dans le théâtre tragique, les personnages devenus fous à cause de la punition d'un dieu sont représentés avec les yeux qui roulent. Parfois, ils bavent, crient, font des bonds. Au VIe siècle AVMJ-C, le médecin et philosophe Hippocrate tente d'expliquer les maladies par des flux dans le corps. La bile noire, la bile jaune, le flegme. Tout est question d'excès d'une humeur dans le corps, rapporte l'helléniste spécialiste de la représentation de la démence. On commence à faire des catégories et à distinguer mania, mélancolie, épilepsie. Dans la cité, le fou s'expose parfois à la marginalisation. Considéré comme porteur d'une souillure, certains sont la cible de jets de pierre, de crachats. Le fou du roi, un personnage clé de la cour dès le Moyen-Âge. Carnaval, charivaris, fête de confrérie. Le fou est de tous les rassemblements. On l'aperçoit aussi dans les enluminures de manuscrits, dans le coin d'une tapisserie, sur les peintures. Il s'impose même au plus près du trône. À partir du XIVe siècle, le fou de cour, antithèse de la sagesse royale, s'institutionnalise. La parole ironique ou critique de ce personnage est acceptée. Certains sont des fous naturels, des personnes avec un handicap, d'autres des fous artificiels, des bouffons pleins d'esprit. Note Elisabeth Antoine Koenig, conservatrice générale au département des objets d'art du musée du Louvre. Au XVe siècle, Triboulet, fou de René d'Anjou, est ainsi un comédien, un auteur et directeur de troupe si respecté que le roi demande au plus grand sculpteur son portrait. Au XVe siècle, les rois eux-mêmes deviennent fous. Mais l'aliéné est parfois le roi lui-même. Le règne de Charles VI, 1380-1422, est ponctué d'absences, de crises de démence, précipitant le pays dans les heures les plus sombres de la guerre de Cent Ans. Puis, au tournant du XVIe siècle, c'est Jeanne de Castille, qui est surnommée Jeanne la Folle. Éperdument amoureuse de son mari Philippe le Beau, elle refuse qu'il soit enterré quand il meurt brutalement. Là commencent les moments de démence qui arrangent bien son père, Ferdinand d'Aragon, remarque Elisabeth Antoine Koenig. Celui-ci fait cloîtrer Jeanne dans un monastère, où elle mourra 40 ans plus tard, et prend le pouvoir. Avec la Renaissance puis l'avènement des Lumières, les fous disparaissent des cours et de l'art. L'heure est à l'enfermement des déments comme des indigents. Au XIXe, on interne à tour de bras. Il faut attendre le médecin Philippe Pinel pour bouleverser la vision de la folie après la Révolution. Ce n'est plus une malédiction, mais une maladie curable. Même chez les aliénés subsiste une part de raison. Le clivage entre eux et les personnes saines d'esprit s'en trouve atténué, explique Anatole Lebras, maître de conférences en histoire à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et auteur d'Aliénés, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle, édité CNRS. Plutôt que de les mélanger en prison avec les voleurs ou les prostituées, des institutions spécifiques sont créées. En 1838, une loi impose à chaque département de disposer d'une solution de prise en charge des aliénés. Leur nombre augmente bien plus vite que la croissance démographique pour atteindre 70 000 internés à la veille de la Première Guerre mondiale. L'usage de l'internement s'intensifie, la folie s'institutionnalise, analyse le spécialiste de la psychiatrie. Prévus pour accueillir 200 à 300 malades, ces centres explosent, comme l'asile de Clermont dans l'Oise, qui en accueillera jusqu'à 4000. Pour la plupart, les pensionnaires sont issus des classes populaires et considérés comme déviants. S'ajoutent à ceux-ci les vagabonds, les kleptomanes, les déficients mentaux, les alcooliques, les épileptiques, les dépressifs, les personnes atteintes de mélancolie. L'internement est facile, voire arbitraire. Des électrochocs à la lobotomie, l'histoire sombre de la psychiatrie moderne. Après la Première Guerre mondiale, la médecine développe des thérapies violentes,
comme l'électrochoc, la cure de Sakel, insuline et la lobotomie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 250 000 malades et handicapés mentaux, adultes et enfants, sont assassinés en Allemagne par les nazis. En France, une famine décime les asiles, montrant l'impasse d'un système de soins fondé sur la mise à l'écart. De nombreux médecins en sont convaincus. Il faut trouver le moyen de soigner les malades sans forcément les couper du monde. À partir des années 1950, les neuroleptiques se généralisent, permettant d'améliorer la qualité de vie des patients. Au XXe siècle, les malades mentaux, des citoyens comme les autres, en 1961, Michel Foucault publie Histoire de la folie à l'âge classique. Son ouvrage fait grand bruit, montrant que la psychiatrie européenne s'est construite sur l'exclusion. Elle va se réformer. L'objectif n'est plus d'enfermer et de laisser végéter les patients, mais de les resocialiser. On ne parle désormais plus d'asile mais d'hôpital psychiatrique. En parallèle, des psys accueillent dans leur propre cabinet les personnes souffrant de troubles mentaux pour les accompagner avant que leur état s'aggrave. Fondée en 1958, l'Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, ASM 13, propose un accompagnement inédit, alliant psychiatre, assistante sociale ou ergothérapeute.